Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne pour une nouvelle vidéo et cette semaine je suis au centre psychothérapique à Nancy et on va parler des phobies. Alors c'est parti, on perd pas de temps, let's go! Voilà, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis avec le docteur Masson à nouveau. Tu commences à être un vrai VIP sur la chaîne. On a déjà fait plusieurs vidéos ensemble. Oui. Et là, dans cette vidéo, on va parler de quelque chose que je connais déjà très bien, les phobies. C'est toi qui vas nous en parler. Non, c'est toi le spécialiste. Moi, j'ai vécu ça de mon angle un petit peu particulier d'ailleurs. Est-ce que déjà tu peux nous parler de qu'est-ce que c'est que les phobies ? Alors, quand on parle de phobie, notamment de phobie spécifique, ça rentre dans le cadre des troubles anxieux. Ça correspond en fait à une peur intense, incontrôlable de situations ou d'objets particuliers qui entraînent des comportements dits d'évitement et de fuite. Ok. Et alors, il y a plusieurs types de phobies. Je sais que la plus fréquente, c'est la peur des animaux, enfin la phobie des animaux, c'est ça? C'est ça. Est-ce que c'est donc quelque chose qui est anormal? Est-ce que lorsqu'on a cette phobie-là, on est entre guillemets considéré comme malade? Alors, quand on parle de maladie en psychiatrie, c'est une question très intéressante. Quand on parle de maladie en psychiatrie, il faut qu'il y ait un retentissement. Ouais. Si par exemple tu es aviophobe et que tu prends jamais d'avion, okay, on ne peut pas considérer que tu as une phobie spécifique. Ok, d'accord. Par exemple, si tu as une géphirophobie, tu sais ce que c'est? Alors non, je ne connais pas toutes les... Parce que j'imagine que pareil, il y a plein de noms pour toutes ces phobies-là, donc là non, je ne connais pas du tout. Géphirophobie, c'est la crainte de traverser les ponts. Ok. Et là, on voit tout de suite le handicap que ça peut amener parce que des ponts, en fait, il y en a partout. Ouais. Des ponts qui passent au-dessus des rivières, en dessous des voies ferrées, etc. Je conduis par exemple une patiente, elle ne pouvait pas aller faire ses courses toute seule parce qu'il y avait un pont entre le supermarché et son appartement. Donc il y a des manœuvres d'évitement à chaque fois, où on évite à chaque fois. Ou alors quelqu'un qui est avec pour limiter la peur. Et donc moi, sur mon expérience personnelle, j'avais la peur du sang, donc l'hématophobie, qui est la troisième phobie en fait dans le monde. Donc après la phobie des animaux et la peur du vide. Moi, volontairement. Bien renseigné. Hein. Bah oui, parce que j'ai travaillé un petit peu le sujet là-dessus. Et donc moi, spécifiquement en tant qu'étudiant en médecine, je me suis retrouvé face au sang. Donc j'avais pas le choix d'être confronté. Est-ce que lorsqu'on a cette phobie-là, on a plutôt tendance à vouloir l'éviter? Est-ce qu'il faudrait pas justement se forcer pour dire je vais vaincre cette phobie en m'exposant? Alors faut pas le faire n'importe comment. Okay. Oui, ce qu'il faut avoir en tête dans les phobies, c'est que assez spontanément en fait, on va développer des pensées en disant c'est un danger effectivement, même si rationnellement on peut se dire bon, si j'ai une phobie d'un animal par exemple, on sait qu'il va pas forcément attaquer, etc. Mais pour autant, c'est quelque chose qui va être renforcé par le comportement d'évitement, parce qu'en fait, votre cerveau, il va se dire en fait, il n'y a pas eu de danger. Pourquoi? Parce que je l'ai évité. Donc j'ai bien fait de l'éviter. Et donc si je continue comme ça, j'évite le danger. Et c'est quelque chose qui a tendance à se renforcer avec le temps. Et est-ce qu'on sait d'où vient cette phobie? Par exemple, moi, l'hématophobie, est-ce que ça s'est développé parce que j'ai été traumatisé ou qu'il y a une goutte de sang en fait qui... Est-ce qu'on sait d'où ça vient ou est-ce qu'il faut rechercher d'où ça vient? Pas forcément rechercher d'où ça vient, mais il peut y avoir plusieurs origines. Ça peut être effectivement un événement traumatique qui va imprégner une peur, qui va lier en fait ce qu'on appelle un stimulus et un conditionnement à une situation peur, et puis tu fusionnes les deux. Résultat, si le stimulus revient, la peur va se réactiver. Et donc quand on a une situation de peur, on va chercher à éviter, ça peut se mettre comme ça. Après, il y a des peurs qui sont plus ou moins inscrites dans notre propre histoire. Tu peux citer les animaux, c'est assez classique, c'est quelque chose dont on hérite, c'est quelque chose qu'on peut aussi hériter par l'histoire familiale, par exemple, s'il y a eu un problème dans le passé, et puis par mimétisme, des fois, des parents, s'il a peur de telle chose, on va apprendre aussi à avoir peur de telle chose. Donc en fait, vous avez un aspect plurifactoriel, en fait, qui fait que c'est une problématique finalement assez fréquente. C'est quand même 8% de la population qui trouve d'une phobie. Et est-ce que la phobie, c'est dès l'enfance, ou est-ce que, par exemple, à 30 ans, on peut déclencher du jour au lendemain comme ça une phobie pour, j'en sais rien, pour la voiture, alors qu'on a conduit auparavant? Ah oui, c'est pas... les conditionnements, ils peuvent arriver à tout âge. Alors, la plupart du temps, ça départ dans l'enfance, mais effectivement, on rencontre aussi des patients qui se sont développés une phobie à conduire parce qu'ils ont été dans une situation spécifique qui ont conditionné la peur. Ok. Après, les gens qui sont phobiques par rapport à quelque chose, on vit très bien naturellement. Il y a ces conduites d'évitement, donc je pense qu'on n'est pas exposé en fait à ça. De toute façon, par exemple, quelqu'un qui a peur de l'avion, si jamais il prend jamais l'avion, voilà, il est pas. Mais je pense que ça peut être handicapant lorsque ça rentre dans le cadre. Typiquement moi, le médecin, en fait, lorsque je suis exposé au sang, si jamais je vois une goutte de sang à chaque fois que je sors en intervention SMUR, c'est vite très embêtant. Ah c'est un problème, oui. Donc en fait, ça peut nécessiter un traitement, enfin une prise en charge si c'est handicapant dans le quotidien, en fait, mais pas nécessairement en fait. Exactement. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faut pouvoir proposer un traitement à partir du moment où le retentissement est tel que ça a un impact significatif dans la vie de la personne. Et notamment le médecin qui a un problème d'hématophobie, oui, effectivement, ça vaut le coup. Et donc toi, tu as des phobies aussi, je crois. On a parlé juste avant, mais tu as une petite phobie aussi. J'ai une ophiophobie, j'ai une phobie des serpents. Il ne faut pas qu'il y ait une serpent dans le pied, sinon je sors tout de suite. Donc on est sur les animaux aussi. Donc au final, toi, ça te dérange pas au quotidien parce que tu travailles pas avec des serpents
serpents, t'es pas avec des serpents là. Non. Mais si jamais tu te retrouvais confronté par hasard à un serpent en te promenant, là, ça pourrait être tout de suite plus handicapant. Ah bah c'est un facteur bloquant sur des sorties en campagne. Alors ça va, on est en Lorraine, il n'y en a pas trop. Mais dans le sud par exemple, c'est pas forcément à l'aise effectivement. Ça dépend, voilà, l'important c'est la question du contexte en fait. Okay. Si je reste dans un milieu urbain en permanence, ouais, je vais pas forcément le gêner. Et est-ce qu'il y a différents stades de phobie? Genre par exemple là c'est toi, c'est de voir, mais est-ce que par exemple tu vois un serpent par exemple à la télé, est-ce que ça suffit pareil à faire malaise? Moi je me souviens qu'au niveau de la phobie du sang c'était assez important parce que même lorsque je voyais une goutte de sang à la télé c'était pareil en fait. Donc est-ce que... Ça dépend. Ça c'est vraiment différents niveaux de variabilité individuelle. Par exemple je peux regarder des serpents à la télé, je peux aller dans un zoo s'il y a un terrarium derrière qui a une vitre entre moi et le serpent, ça va, c'est gérable, mais par exemple pour certains, on sait que c'est même le voir en image c'est pas possible. Ouais, il y a différents niveaux en fait. Et donc j'imagine qu'il y a peut-être certaines personnes qui regardent cette vidéo et qui justement sont peut-être handicapées là par cette phobie et que ça peut-être dans leur quotidien, au travail ou dans leur vie privée, ça les handicape. Qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, il faut dire qu'il y a des choses qui peuvent être faites. On peut vaincre sa phobie. Mais oui. Voilà. D'ailleurs, moi, personnellement, je suis la preuve que j'ai réussi à vaincre ma phobie. J'ai plus du tout de peur du sang, heureusement d'ailleurs, parce que j'étais plus jeune, je voyais une goutte de sang, je tombais dans les pommes dans la cour d'école. Là maintenant, je fais des grosses interventions où il y a du sang partout, c'est assez violent et ça me fait plus rien du tout. Donc cette phobie elle est totalement derrière moi actuellement, mais c'est possible. Alors, oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Plusieurs choses à faire. Il faut savoir qu'il n'y a pas de médicaments spécifiques à la phobie. Alors, ça peut éventuellement se proposer dans des cas spécifiques, etc. Parlez-en à votre médecin. En tout cas, c'est pas le traitement recommandé. Le traitement qui est recommandé par rapport aux phobies, c'est des psychothérapies de type thérapie cognitive et comportementale, qui est la thérapie par l'exposition. Okay. Donc c'est-à-dire de pouvoir en fait faire exactement l'inverse, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire pouvoir se mettre en situation d'être confronté à cette peur et d'apprendre à la gérer. Et en fait avec un phénomène d'habituation, au fur et à mesure de l'exposition, graduée, régulière et surtout prolongée, ça va permettre de désensibiliser progressivement. C'est ça le principe du traitement. Ouais, c'est exactement ce que j'ai fait un petit peu sans le savoir, où moi j'étais en stage notamment au bloc opératoire et je me suis retrouvé en permanence tous les matins, j'étais au bloc avec le chirurgien, il n'y avait pas le choix, il fallait y aller et je tombais dans les pommes quasiment tous les matins. Et puis bon, c'est vrai que c'était le plus difficile, ouais, mais le plus difficile c'était d'y aller à chaque fois, mais bon, il fallait valider le stage, donc il fallait aller au bout, il y avait cette volonté-là d'exposition et c'est vrai qu'au fur et à mesure c'est passé progressivement mais sans que je me rende vraiment compte. C'est ça. Progressivement en fait. Oui, parce qu'il faut avoir déjà, si vous faites ce type de thérapie-là, il faut être vraiment bien encadré par un professionnel de santé qui est formé à ce type de thérapie-là parce qu'il y a la question de la gestion de l'anxiété, comment marche l'anxiété, les aspects de relaxation, etc. De pouvoir planifier un plan de soins aussi parce que c'est pas simple, l'aspect de l'exposition, c'est aller dans le dur quand même. Hein. Ouais. Le principe, c'est de rester suffisamment longtemps pour sentir en fait l'anxiété diminuer au moins de moitié. Et, des fois, ça peut durer 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes que ça commence à diminuer. Et on n'en a pas parlé aussi, mais il y a l'hypnose qui fait partie un peu de ces thérapies-là du coup aussi pour lutter contre ces phobies-là. Oui, parce qu'on parlait d'exposition in vivo, c'est ce que tu as fait en bloc opératoire, mais tu as aussi les expositions en imagination ou par réalité virtuelle qui sont possibles et qui sont aussi pertinentes. On peut mettre en situation de se mettre une hypnose dans la scène correspondante et d'être dans cette situation-là d'exposition. Et c'est là où on va avoir accès un petit peu à l'inconscient en fait, et puis aller chercher un petit peu des ressources en fait pour lutter contre ces phobie mentale de ça, effectivement. Tu l'as expérimenté un peu de manière... Ah bah, non, je m'en suis rendu compte. T'étais en thérapie en fait. C'est ça, sans me rendre compte. Et c'est vrai que pour moi, c'était même un petit peu une honte au début de cette phobie-là. C'est vrai que des fois, on peut être honteux d'avoir une phobie en disant, bah voilà, je sais que c'est ça. Je sais qu'il n'y a pas de raison, mais j'y peux rien. En fait, je me sens pas bien et je sais que ça a aucun rapport et que, en même temps, pour le serpent, tu dis, bah, peut-être il va pas m'attaquer, mais je sais pas. Là, c'est une peur incontrôlable. Elle nous tombe dessus. On sait que rationnellement, c'est pas possible, et pourtant, il y a le déclenchement de l'émotion d'une manière extrêmement intense. C'est pas un signe du tout de faiblesse, c'est pas un signe de mauvaise gestion. Alors c'est pas parce qu'aussi on traite la phobie qu'elle forcément elle va se décaler sur autre chose, c'est aussi une idée reçue. Déclencher notre phobie en fait. Tout à fait. La thérapie d'exposition est quelque chose effectivement d'efficace dans ce cadre-là et très très utile. Et je sais qu'il y a certaines phobies, c'est sûr, qui sont plus handicapantes que d'autres. On imagine très bien une phobie sociale avec quelqu'un qui peut pas être en contact avec d'autres personnes, ça peut vite être très pénalisant dans le quotidien.
Ah oui, donc il faut adapter le plan de soins en fonction de la personne, en fonction de ses objectifs, en fonction de l'intensité de la gêne, etc. Il faut vraiment personnaliser la prise en charge et être accompagné d'un professionnel, pas comme toi. Tu l'as bien fait. C'est pas le bon exemple, mais bon. Sans le savoir, tu l'as bien fait. Mais après, si je l'ai fait, je suis pas le seul. Il y en a probablement d'autres également qui. Un des principes par rapport à l'exposition, pas de forçage absolu et surtout pas l'aspect, par exemple, je rentre dans une chambre bloc opératoire, je rentre, je sors tout de suite. Ça, c'est pas de l'exposition, c'est du renforcement. Parce que là, vous allez renforcer le fait que je suis soulagé d'être sorti tout de suite. Ouais, d'accord, ok. Et pour terminer la vidéo, David, qui est-ce qu'on peut aller voir concrètement si on a cette phobie-là et que dit, voilà, je veux lutter contre cette phobie, je vais voir. Alors, il faut voir un psychiatre, un psychologue, psychothérapeute qui est formé aux thérapies cognitives et comportementales et qui est habitué à utiliser la thérapie d'exposition. Vous pouvez demander, par exemple, professionnel que vous pouvez avoir rencontré, lui demander si effectivement il propose ce type de prestation et qui peut vous accompagner dans ce cadre-là. Ok. Et je sais, j'avais déjà fait plusieurs vidéos avec Air France et je sais que Air France fait également, pour ceux qui sont phobiques de l'avion, il y a un stage spécifique qui est organisé par Air France. Donc je vous mets le lien en dessous si ça vous intéresse d'aller regarder cette formation-là. Et si ça vous intéresse également aussi, j'ai déjà fait une vidéo un peu où j'explique un petit peu mon parcours sur comment j'avais réussi à vaincre la phobie du sang. Et je vous mets le lien de la vidéo également en haut. Merci David, c'était vraiment super. Je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, vraiment on y répondra avec grand plaisir. Ou même si vous avez des sujets de vidéo que vous voudrez qu'on traite ensemble avec David, on est ouvert à tout, il n'y a pas de souci. Et moi je vous dis à la prochaine. Pensez à mettre le petit pouce. Salut! Salut!